Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'En Plateau avec. Aujourd'hui, on va parler assurance vie. Pour la première fois de son existence, ce placement dépasse la barre des 1900 milliards d'euros sous gestion, un record enregistré fin juin par France Assureur. L'assurance vie est de loin donc la pièce maîtresse dans l'épargne financière des ménages français. Malgré les baisses de rendement liées à l'inflation, ce placement garde de nombreux avantages, notamment une souplesse de fonctionnement, des versements et des retraits libres, plusieurs contrats possibles et un cadre fiscal clément. Alors au sommaire de cette émission, plusieurs questions. Quelle perspective pour le rendement de l'assurance vie cette année dans un contexte qui reste incertain? Quel choix faut-il faire pour dynamiser ces rendements? Et enfin, quelle stratégie d'investissement adopter lorsqu'on détient un contrat d'assurance vie? On parle de tout ça aujourd'hui avec Antoine Ferraillant. Bonjour. Bonjour Sidonie. Vous êtes directeur général de MoneyOne.fr. MoneyOne.fr distribue des produits de placement immobilier variés pour en démocratiser l'accès. Et Pierre Puchol, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des investissements et partenariats d'investisseurs privés qui proposent du conseil et du placement en gestion de patrimoine. Alors je le disais effectivement en propos liminaire, le contexte reste encore incertain, un dernier trimestre de l'année qui débute. Quels sont les facteurs d'incertitude que vous avez identifiés, Antoine ? Alors effectivement, Sidonie, il en existe pour la fin de l'année. On va commencer par le marché obligataire, le marché des taux. On a des taux qui ont fortement progressé si on regarde la dernière année glissante. Et donc ça, c'est pas sans incidence sur les marchés. L'immobilier, je crois qu'on y reviendra, mais ça a forcément un impact sur la valorisation de l'immobilier, pas sur le rendement, mais sur la valorisation. Donc il y a une sélectivité à faire, il y a des mouvements qui s'opèrent actuellement, donc il y a une vraie sélectivité à faire aujourd'hui. Donc il faut regarder ça et suivre ça de près. Sur le marché obligataire, évidemment, le refinancement des entreprises, ça leur coûte plus cher. Donc, une fois de plus, il faut être très sélectif dans le choix de ces investissements, faire confiance à des gérants qui sont là pour étudier les entreprises et savoir justement à qui je prête et à quel prix. Parce que quand on a défaut de l'entreprise émettrice, c'est à ce moment-là où on peut se retrouver fortement embêté. Donc la hausse des taux sur le marché obligataire, effectivement, même si le gros de la hausse des taux, et on peut considérer derrière nous, ça crée quand même des tensions sur le marché. Le marché action, il a fortement progressé depuis le début de l'année. Donc effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est un point d'entrée, étant donné qu'on est très haut sur les marchés? Et cette valorisation, elle s'est faite un petit peu en trompe-l'œil du fait que quand on regarde la croissance mondiale, par exemple, elle est inférieure à 2022. Donc on a une progression du marché action qui se fait dans un contexte qui est moins favorable à celui de l'année dernière. Si on prend par exemple le S&P 500 aux US, on a 7 valeurs qui ont contribué à 77% de la performance depuis le début de l'année. Donc drivé par les valeurs technologiques, ce qui veut dire qu'on a des performances qui sont un peu en trompe-l'œil. Et une fois de plus, la sélectivité va être le maître mot. Parce que l'inflation a un effet dans le bilan des entreprises et c'est ce qui vient impacter directement la croissance. Voilà, donc les critères de vigilance explicités par Antoine Ferraillant, vous êtes d'accord Pierre ? Parfaitement, Antoine a très bien résumé les facteurs d'incertitude. Alors dans ces cas-là, comment on fait pour arriver à investir ? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être ultra flexible, un coup de se mettre en risque, de revenir en sans risque via le fonds euro. Donc on va débattre ça au fur et à mesure. Oui, effectivement, c'est une question que vous évoquiez. Pourquoi ça reste important d'investir sur son contrat d'assurance vie quand on en détient un, même cette année et même au vu des incertitudes que vous avez décrites ? Déjà, c'est important de se constituer un capital. Donc, quand on n'a pas d'assurance vie, il est toujours intéressant de s'y intéresser. Et puis surtout, de se dire, je vais faire fructifier mon capital sur la durée. Parce que l'assurance vie offre une multitude de supports qui permet le maître mot qui est la diversification. Quand on est dans l'incertitude, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, justement, ça permet de bénéficier des tendances du marché action, obligataire, immobilier. Il y a une multitude de classes d'actifs. Donc ça permet à l'investisseur de se diversifier et d'avoir des outils le permettant et de le faire dans un cadre de risque qui est maîtrisé. Et puis ça répond à énormément d'objectifs patrimoniaux, transmission, constitution du capital pour un projet futur. Et tout ça est regroupé à travers le socle qui est l'assurance vie. Puis il y a un élément important quand même que je rappelais en introduction, il y a une fiscalité qui est extrêmement clémente et qui peut rassurer les investisseurs. Exactement. L'assurance vie, c'est pas compliqué, c'est le meilleur placement en termes de fiscalité, tant au niveau
en cours de vie sur les rachats partiels, puisqu'en fait, on est fiscalisé uniquement sur une fraction des intérêts dans le rachat. Donc, on est fiscalisé à 30% sur une quote-part. Donc, mécaniquement, on tombe à 2-3%. Et en plus, après 8 ans, on va avoir un abattement supplémentaire de 4 600 euros si on est célibataire ou 9 200 euros si on est en couple. Après, il y a un deuxième élément, c'est aussi, ça permet de sortir de l'actif successoral, donc des droits de succession jusqu'à 150 500 euros par bénéficiaire. Donc, c'est une économie quasiment de 60 000 euros quand on a 2 assurances vie à 150 500 euros. Donc, on voit tout de suite l'effet que l'on peut avoir. Et outre cette fiscalité, par rapport à l'environnement économique, l'assurance vie permettra aussi également de pouvoir se mettre sur tel type de classe d'actifs. Après, il y a une question toute simple, puisqu'on parlait de l'inflation qui reste quand même assez élevée. Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut battre l'inflation en investissant dans un contrat d'assurance vie cette année ? Alors, oui et non. Si on se met sur du fonds en euros, 100% fonds en euros, non, clairement non. Pourquoi ? Parce que l'inflation, c'est combien en 2023 ? C'est entre 5 et 6% selon les données. Aujourd'hui, le fonds en euros va donner 2,5 hors bonus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire hors bonus ? Ça veut dire qu'il faudra aller sur des unités de compte, donc prendre du risque pour arriver à 3-4%, mécaniquement pour arriver à battre l'inflation. Donc, forcément, si on combine du fonds en euros et des unités de compte, on va y arriver. Mais par contre, ça veut dire qu'on va devoir prendre un peu de risque. Là-dessus, sur l'inflation, effectivement, et la question d'investir dans l'assurance vie cette année, est-ce que c'est le bon calcul à court terme ? Comme vient de le préciser Pierre, la hausse des taux a eu pour effet de remonter ces taux sans risque, mais ces taux sans risque, ils restent en deçà du niveau de l'inflation. Donc mécaniquement, si on veut aller chercher une performance qui se rapproche des 5-6%, il faut mécaniquement ne pas hésiter à vouloir prendre un petit peu de risque en mesurant par rapport à son objectif. Mais une fois de plus, l'assurance vie, c'est une détention qui est long terme. Donc justement, plus on a le temps, plus on peut s'exposer à ce risque et donc de fait espérer venir battre les niveaux d'inflation actuels. Diversification long terme, c'est donc les deux maîtres mots quand on détient un contrat d'assurance vie. On va rentrer aussi dans le détail de ce que vous évoquiez déjà un tout petit peu, mais effectivement pour investir, il faut être sélectif, on en parle tout de suite. Alors oui, vous évoquiez la question du risque, des unités de compte. Pour dynamiser ce fameux contrat d'assurance vie dont on parle, il faut donc accepter de prendre une part de risque, mais laquelle, Pierre ? Alors, tout ça, ça va se déterminer avec le conseiller, parce que vous allez avoir 3 niveaux d'horizon, court terme, moyen et long terme. Donc si on a court terme, dynamiser son contrat sur du court terme, c'est un peu jouer entre guillemets à la roulette russe. Je prends un pari et c'est pas ce qu'on veut pour nos investisseurs. Donc à court terme, on va être sur du fonds euro. Par contre, sur des stratégies à moyen ou long terme, on va aller dynamiser donc son contrat d'assurance vie. Et comment ? Via une sélectivité sur les unités de compte. Et là, on va aller un peu sur les actions, sur les obligations ou des produits structurés qui sortent de plus en plus, qui reviennent à la mode, ou d'autres classes actives comme le private equity. Donc, c'est important de bien déterminer des projets. Et en tout cas, nous, chez nous, on va travailler en multi-projets. Plusieurs stratégies, court terme, donc on va être sur du sans risque, et sur du moyen long terme avec un peu plus de risque. Donc plusieurs couches, en fait, suivant le profil de risque. Vous faites comment chez MoneyOne ? Eh bien, on a la même approche par les risques. La première chose que l'on fait, c'est que les conseillers, justement, scorent l'individu au niveau de son risque pour voir quel va être son comportement par rapport à une perte, par exemple, et surtout déterminer la durée d'investissement. Et ça, comme l'a précisé Pierre, à travers notre robot allocateur, justement, on laisse la main à l'investisseur de pouvoir justement simuler ses projets, de pouvoir bouger à la fois le temps, les versements programmés, l'investissement de départ, et cette échelle des risques qui lui permet justement de se projeter. On a intégré justement dans les calculs les crises passées, et ce qui nous permet de faire des crash tests entre guillemets sur le futur et de voir quelles peuvent être les variations en fonction des allocations proposées en simulant justement des impacts passés et comment ils pourraient se reproduire dans le futur. Le robot allocateur là, dont vous parlez, c'est de l'intelligence artificielle en fait, qui se met un peu au service du rendement, c'est nouveau ça ? On peut appeler ça de l'intelligence artificielle, c'est surtout 40 années de gestion d'actifs au sein de la Française, parce qu'on est adossé à un gestionnaire d'actifs qui nous a mis à disposition des ingénieurs financiers qui ont
rentrer justement ces différentes données dans le robot et qui permet eh bien, à tout à chacun de venir simuler son investissement. Mais la pierre angulaire et le postulat de départ, c'est qui je suis en tant que risk-taker ou non risk-taker. Et à partir de là, on détermine une allocation. Vous utilisez un peu d'intelligence artificielle ou en tout cas de recueil de données pour générer des profils de risque? Alors, nous, chez Investisseurs Privés, on utilise un outil qui est bien connu des lecteurs du particulier, c'est Quantalis. Donc tous nos profils de risque et nos allocations sont déterminés via notre algorithme avec notre partenaire Quantalis. Donc effectivement, on utilise ça depuis le début. Les unités de compte disponibles en assurance vie sont aussi de plus en plus variées. Vous en avez déjà cité quelques-unes. Il y a le private equity, les fonds structurés, les SCPI, ISR. Alors, à quel type d'investisseurs ça s'adresse tout ça, Antoine ? Eh bien, nous, on a une approche qui est assez globale en termes de classe d'actifs, c'est-à-dire qu'on va considérer, ce n'est pas parce que je suis un investisseur défensif que je ne peux pas avoir de l'action dans mon allocation, par exemple. Je vais en avoir sur une proportion plus petite qu'un investisseur qui est, je dirais, plus risk-taker, comme je disais, qui lui se verra attribuer des classes d'actifs dans des proportions plus risquées. Et ça va vraiment dépendre de l'individu, de son profil de risque, de son projet. Chaque personne a un projet complètement différent, chaque investisseur est différent de l'un de l'autre. Et justement, on va distiller dans des proportions différentes, des classes d'actifs différentes en fonction de chaque investisseur. Pierre, sur cette question effectivement de quel produit s'adresse à qui finalement ? Alors, nous, on remarque qu'il y a deux types d'investisseurs. Vous avez les investisseurs qui sont déjà informés, ne serait-ce que par Internet, par les réseaux sociaux, qui eux savent déjà où est-ce qu'ils vont aller. Nous, on va être sur un rôle de support, de sélection, et dire voilà, on pense la même chose que vous, mais attention, il y a ces types de supports. Par contre, vous avez des types d'investisseurs novices qui, là, ont besoin de pédagogie. Et nous, notre rôle, c'est d'expliquer que oui, on peut vous donner un peu de risque, mais il faut comprendre que derrière, enfin de rendement, pardon, mais il faut comprendre qu'il y a du risque. Donc, quelqu'un qui a 20 ans n'a pas le même horizon de temps, donc on va aller plus souvent sur des actions. Quelqu'un qui a 40 ans n'a pas le même profil, donc on va diminuer. Donc, c'est un petit peu un équilibre entre risque, rendement, mais aussi pédagogie pour que l'investisseur comprenne bien où est-ce qu'il va. On a parlé très brièvement du marché immobilier. Il y a des produits qui s'appellent les SCPI qui permettent d'investir en même temps en assurance vie et en immobilier. Donc c'est quand même les deux placements préférés des Français réunis. Comment on peut bien choisir ces SCPI, Antoine ? Alors effectivement, la période invite à la sélection. On parlait de hausse des taux tout à l'heure. L'immobilier réagit mal à la hausse des taux. En tout cas, quand elle s'opère telle qu'elle s'est opérée dernièrement, c'est-à-dire de manière très forte sur un laps de temps très court. Si les taux augmentent petit à petit sur une durée de temps assez longue, l'immobilier réagit bien. Par contre, le cas inverse, quand on a des taux qui augmentent de manière très forte, ça a un impact sur la valorisation des actifs immobiliers. Tout simplement parce que on le voit bien, même sur le... Alors, ce sont deux marchés différents, mais ça me permet d'illustrer le propos, entre le marché d'habitation et le marché de bureau, puisque 70% du marché des SCPI, l'actif sous-jacent, ça va être des immobiliers de bureau. Mais on peut quand même expliquer que quand les taux augmentent, on le voit bien d'ailleurs sur le marché de l'habitation aujourd'hui, les transactions baissent et donc de fait, ça fait baisser les prix. Le mécanisme est à peu près pareil sur la SCPI. Un gérant, quand il vient acheter un immeuble, il l'achète souvent à crédit et sur des durées très courtes, 5 ans. Et au bout de 5 ans, il doit rembourser le capital. Et donc ce qu'il fait généralement, c'est qu'il va réemprunter pour pouvoir faire courir le crédit plus longtemps. Eh bien, quand j'ai emprunté il y a 5 ans à 2% et qu'aujourd'hui je dois renégocier mon prêt à 4, voire au-delà, eh bien, soit je suis en capacité de le faire et tout se passe bien, soit je suis obligé de céder l'actif et je suis obligé de céder l'actif rapidement. Et qui dit rapidement, il faut que je trouve preneur, donc du coup je viens vendre un actif moins cher qu'espéré, et donc de fait ça a une tension sur les prix. Donc on a certaines sociétés de gestion qui ont déjà annoncé la baisse des prix de part des SCPI, mais on a d'autres SCPI, parce qu'il y a immobilier, il y a des immobiliers, il y a l'immobilier de bureau, et il y a d'autres SCPI avec d'autres thématiques qui sont porteuses, comme la santé, puisque là on a des actifs qui sont complètement décorrélés des agrégats économiques comme le bureau. C'est très soutenu par une demande, le vieillissement de la population est un vrai sujet actuellement, donc c'est une thématique qui est portée par la demande, et donc ces SCPI-là devraient mieux s'en sortir que les autres. La logistique, la pandémie et le Covid ont largement accéléré nos
nos nouveaux modes de consommation et donc les centres de logistique de dernier kilomètre, ça, il y a également une demande qui est forte et donc de fait, on a des actifs qui sont soutenus. Donc même sur ces produits type SCPI, effectivement, la diversification, ça reste le maître mot. Alors, oui, complètement. Et nous, en tout cas, on a pris l'habitude dans nos portefeuilles de faire comme un portefeuille financier, au même titre que les actions, c'est de diversifier à la fois les SCPI, les gérants, la typologie. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué Antoine, il y a des secteurs qui vont être moins bien que d'autres selon les années. Donc là, actuellement, c'est le bureau et le commerce qui souffre un petit peu. Mais le fait d'avoir d'autres SCPI et Q-Pondéré qui sont sur la logistique ou la santé permettra mécaniquement d'arriver sur une stabilisation au global. Donc toujours penser diversification et ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Pour gagner en transparence là, sur le marché des SCPI qui est quand même très varié, très volumineux, il y a quand même l'AMF qui a demandé une expertise sur la valeur des actifs. Vous en parliez tout à l'heure, la valeur de la part. C'est une première. Pourquoi ils ont fait ça, Antoine ? Eh bien justement parce que le mouvement de taux s'étant opéré de manière très forte, l'AMF avait envie d'avoir la véracité de la valeur intrinsèque des immeubles qui constituent ces SCPI, ce qu'on appelle la valeur d'expertise. Une photo, quoi. Une photo, exactement. Une photo à l'instant T. Et donc, c'est vrai que c'est la première fois que l'AMF a demandé à l'ensemble des sociétés de gestion de réévaluer ces valeurs d'expertise qui, normalement, sont calculées une fois par an pour, justement, impacter le prix des valeurs. Et donc, pour l'épargnant, c'est, je dirais, une bonne nouvelle parce que celui qui va rentrer sur ces produits-là, eh bien, il rentrera sur une valeur d'expertise qui est bonne. Alors, une fois de plus, toutes les SCPI ne sont pas à mettre dans le même panier. Il y en a certaines sur lesquelles les valeurs d'expertise sont les bonnes. Il y en a d'autres qui vont devoir impacter leur prix de part. Je précise tout de même, pour ne pas être ultra alarmiste, que les SCPI, la première, je dirais, source de revenus, c'est le rendement, c'est les loyers. Donc ce n'est pas parce que le prix de mon immeuble ou le prix de mon appartement baisse que le locataire qui est à l'intérieur va se retrouver en incapacité de pouvoir payer son loyer. Donc le rendement intrinsèque des produits, lui, n'est pas mis à mal, va même augmenter facialement parce que si on baisse le prix de part, mécaniquement le rendement va augmenter. Mais cette première promesse-là, la SCPI, c'est comme l'assurance, détention long terme. Et quand on loge de la SCPI au sein de son assurance vie, l'idée est la même. Je la garde pour toucher ces rendements et ces rendements aujourd'hui ne sont pas mis à mal par rapport à cette valeur d'expertise. Donc on vient de le voir et on l'a bien compris, il est toujours intéressant et intelligent d'investir dans ces produits. Il y a différents véhicules d'investissement qui existent, si on accepte de prendre un petit peu de risque, mais surtout si on est bien conseillé, et c'est quand même l'objet de notre troisième partie. Alors ça, on l'a bien compris, et vous le dites depuis le début de l'émission, effectivement, pour dynamiser son contrat d'assurance vie, il faut faire les bons choix selon les conditions de marché du moment. Et pour ça, il faut se faire accompagner. Ça semble être le b.a.-ba, non, Pierre ? Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au tout début de l'émission, si on ne fixe pas un cap, une stratégie, c'est le meilleur moyen de perdre. Clairement, le fait de pouvoir fixer un cap et une stratégie, un cahier des charges avec notre client, ça permet de pouvoir aussi bien suivre l'évolution du portefeuille et d'expliquer et d'être en cohérence par rapport au marché qui bouge de plus en plus et surtout, il faut de la réactivité. Donc, toujours bien se faire accompagner. Ça permettra de déterminer l'horizon de temps, le niveau de rendement attendu et forcément d'avoir de la réactivité. Antoine, sur cette question effectivement du nécessaire accompagnement, vous n'allez pas contredire Pierre, je suppose ? Non, évidemment que non. Pierre parlait d'ailleurs de pédagogie il y a quelques instants. C'est le maître mot. Déjà, comprendre ce dans quoi on va investir, c'est le plus important. Si je suis néophyte et que je ne comprends pas ce dans quoi je vais investir et que ça se passe mal, il n'y a rien de pire pour être dégoûté à vie du produit et de se dire que ce n'est pas fait pour moi. Donc l'accompagnement permet de comprendre ce dans quoi on va investir et de se voir proposer la meilleure allocation qui va répondre à mon objectif principal. Bon, il y a une question qui fâche qu'il faut que je vous pose quand même sur le rendement de l'assurance vie. Si on veut le garantir, il faut aussi regarder la question des frais. Et ça, c'est quand même très important. Antoine ? Effectivement, j'ai pour habitude de dire que plus il y a de frais, moins il y a de performance pour l'épargnant. Parce que une assurance vie se détient sur le long terme 1% de frais par an. Si je détiens mon assurance vie 10 ans, ça me fait 10% de frais sur la durée. Donc, pour aller chercher des performances à 2 chiffres, on a vu par le passé que ça pouvait être compliqué. Donc, effectivement, il faut faire attention aux frais. Il existe bon nombre de distributeurs de produits d'épargne aujourd'hui qui mettent à disposition justement des simulateurs permettant de voir quel est l'impact de ces frais sur son contrat d'assurance vie. Donc ça,
c'est hyper transparent pour l'utilisateur. Et puis, tous ces simulateurs sont accompagnés de conseillers, une fois de plus. Online ne veut pas dire sans conseil, et surtout, online ne veut pas dire low cost. C'est pas parce que je vais aujourd'hui trouver des contrats d'assurance vie qui sont plus bon marché que je vais investir dans un contrat qui est moins qualitatif. Sur la question des frais, Pierre? Alors, la question des frais, il faut savoir aussi les expliquer. C'est important de bien comprendre que des contrats qui sont à moindre frais ne rapportent plus que des contrats qui sont avec plus de frais. En face, il faut aussi mettre le conseil. Donc forcément, le tout gratuit, à un moment donné, ça se paye. Par contre, effectivement, le marché avait venu impacter les frais sur les assurances-vie, donc tout le monde quasiment est au même niveau aujourd'hui, notamment les acteurs digitaux. Donc on est souvent sur des frais d'entrée à 0%, des frais d'arbitrage à 0%, c'est ce qui coûte le plus en fait à la performance des actifs sur le long terme. Donc toujours mettre en relation le conseil, les frais et voir si c'est cohérent. Voilà. Vous avez bien répondu, en toute transparence, sur les frais, ce qui est très bien. Messieurs, on a coutume de terminer cette émission par 2 mots, un conseil ou un dernier avis à donner à tous les investisseurs qui nous écoutent. Qui veut commencer? Antoine? Avec plaisir. Le conseil, c'est déjà de s'y intéresser et d'épargner. Ça paraît très simple, mais quelqu'un qui n'épargne pas versus quelqu'un qui va épargner, eh bien, celui qui épargne sera de facto plus riche que celui qui ne l'a pas fait. Donc il faut s'y intéresser. On a des supports aujourd'hui et des contrats d'assurance vie qui permettent justement à tout à chacun de s'y intéresser avec des niveaux d'accessibilité très bas. Dès 500 €, je peux ouvrir un contrat d'assurance vie. Et puis surtout, c'est un produit, on appelle l'assurance vie le couteau suisse de l'épargne, qui permet, via sa multitude d'options, de pouvoir piloter ça de manière quotidienne et très fine dans les stratégies d'investissement. Et faites-vous accompagner et diversifiez vos investissements. Pierre, le mot de la fin. Pour le mot de la fin, pour cet accompagnement, déjà, il faut surtout, principalement, avoir une certaine indépendance de la part des conseillers. C'est extrêmement important. Et surtout, garder une transparence. Bien comprendre en quoi on investit, qu'on nous explique pourquoi, et on sera en parfaite confiance dans l'investissement à venir. Merci messieurs, merci à tous les deux. Antoine Ferraillant, directeur général de MoneyOne, Pierre Puchol, responsable des investissements et partenariats d'investisseurs privés. Je vous signale que bien évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions à nos 2 experts par mail. Leurs coordonnées s'inscrivent dans le générique de l'émission. À très bientôt.